Alexandre, Mathieu, si c'est OK pour vous. Alors, juste pour me présenter, donc, je m'appelle Isabelle Fabre, je travaille pour l'Agence locale de la transition énergétique. Je vais animer ce webinaire et en laissant tout d'abord la parole à Alexandre Thomas du syndicat d'énergie vauclusien et à Mathieu Camps du parc naturel régional du Luberon. Et donc, c'est un format de réunion qui est relativement court. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir privilégier les échanges à la fin de la présentation. Donc, n'hésitez pas à préparer vos questions. On aura vraiment le temps par la suite pour échanger ensemble. Alexandre, je te laisse la parole. Est-ce que tu nous entends bien, Alexandre? On ne t'entend pas. Bah oui, évidemment, j'avais oublié, désolé, d'activer le micro. Donc oui, je recommence. Donc bonjour, bonjour évidemment à toutes et à tous. Donc effectivement, Isabelle le disait, donc le format de ce webinaire, alors on a prévu sur 1h30 d'une part présenter effectivement ce dispositif. Et puis donc d'aménager à la suite de cette présentation donc un temps de questions-réponses et voir aussi si on a le temps de vous écouter si vous avez des projets déjà un peu dans les cartons et de voir avec qui on peut déjà peut-être commencer à répondre à vos différentes questions. Alors évidemment, essayez de couper le micro si, si vous ne participez, histoire de ne pas faire d'interférence globalement. Et puis, vous pouvez poser vos questions dans le chat. On prendra un petit peu tout. Alors, on peut éventuellement aussi répondre au fil de l'eau. Alors pour cela, peut-être vous pouvez, dans l'onglet réaction, donc indiquer que vous souhaitez prendre la parole. Donc on veillera à vous la donner si besoin au fil de l'eau. Et donc, juste vous informer que le questionnaire est enregistré. Donc, je vois que l'enregistrement est en cours. Donc, pour pouvoir être diffusé, donc il vous sera transmis et puis on pourra éventuellement le rediffuser aux personnes qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui. Voilà, alors donc je suis donc Alexandre Thomas, donc quelques mots sur ma structure. Donc on est le syndicat d'énergie vauclusien. On est autorité organisatrice de la distribution d'électricité sur 140 communes de Vaucluse et on existe depuis 2013. Donc effectivement, depuis 2013, on élargit un peu notre champ de compétences sur le domaine de la rénovation énergétique du patrimoine éclairage public des communes. On développe aussi un réseau de bornes de recharge de véhicules électriques et puis donc du conseil aux collectivités sur les programmes d'énergie renouvelable photovoltaïque, de développement, en soutien et en conseil. Et ainsi que donc, ce qui nous amène aujourd'hui sur le territoire des énergies renouvelables thermiques. Donc Isabelle a commencé à présenter un petit peu l'équipe qui a été lauréate. Donc on a répondu à un appel à manifestation d'intérêt lancé par l'ADEME Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui nous a élu lauréat de l'étude de préfiguration. Donc on en est à ce stade aujourd'hui. Donc avec une équipe donc, composée effectivement en binôme, d'un binôme entre le syndicat et le parc. Donc je passe brièvement parce que Isabelle va expliciter un petit peu les différents périmètres plus loin. Et puis en association avec donc l'agence La Halte, le CEDER pour la partie Nord Vaucluse et en collaboration aussi avec la mission régionale Bois Énergie sur le développement de la filière Bois Énergie sur le territoire. Et donc, on sera assisté par un bureau d'études, enfin par un groupement de bureaux d'études qui est spécialisé. Donc, c'est le groupement Acajou, le H3C Énergie qui a été retenu par les structures pour réaliser les études spécialisées, les notes d'opportunité qui permettent d'aller plus loin dans la réflexion. On peut peut-être, alors je ne sais pas si j'ai la main, mais j'ai juste une diapo, peut-être, oui, ça s'appelle, voilà, super. Donc quelques mots rapides sur le contrat de développement territoriaux
de développement des énergies renouvelables thermiques et de récupération. Donc, c'est un dispositif effectivement qui vise à créer une dynamique sur le territoire régional, promulgué par l'ADEME en région, et qui vise donc à créer une animation territoriale en proposant différents porteurs de projets identifiés dans le cadre de notre mission, à un accompagnement personnalisé dans le cadre d'un contrat qui nous liera avec l'ADEME, qui liera un opérateur territorial dédié à cette mission pendant une durée de 3 ans, renouvelable une fois, donc soit pendant une durée relativement longue qui peut aller jusqu'à 6 ans. Et ce dispositif donc, qui est assis sur le fonds chaleur, qui apporte assistance financière au projet, au développement de projets d'énergie renouvelable, permet à une particularité, c'est qu'il permet d'intégrer toute taille de projet, alors que le fonds chaleur, je dirais historique, disposait de seuils de production d'énergie qui concernaient plutôt les gros projets. Donc là, on raisonne en grappes de projets. Donc c'est tout l'intérêt de mutualiser une somme de petits projets pour en faire finalement un gros, et que tous ces porteurs de projets dont peut-être vous ferez partie bénéficieront des aides du fonds chaleur. Voilà, donc juste vous dire qu'en région, donc on a un contrat de ce type qui est actif depuis 3 ans, qui a été renouvelé en 2020 sur les Hautes-Alpes. Et puis, donc, 4 contrats départementaux ou à maille métropole pour Aix-Marseille sont en cours d'études de préfiguration comme la nôtre, donc ce qui permettra d'impulser une vraie dynamique au niveau régional. Juste dire, enfin, pour terminer, que ces contrats portent des objectifs à atteindre qui sont eux-mêmes calés sur des objectifs nationaux et donc revus notamment en fonction des derniers objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Alors, je crois avoir vu Olivier Blancheton de l'ADEME qui assiste au webinaire. Alors, je ne sais pas si Olivier, tu veux ajouter quelques mots sur les actions de l'ADEME sur ce sujet. Alors, merci Alexandre. Effectivement, tu as présenté de manière assez concise mais complète les principes de ces fameux contrats de développement territoriaux des énergies renouvelables thermiques. Et donc, effectivement, là, on est à la phase juste qui précède la signature de ce contrat, c'est-à-dire l'étude de préfiguration. Pour nous, au niveau de l'agence, ce qui est important de savoir, c'est qu'on a on fonctionne sur 2 fonds principaux qui représentent à eux deux quasiment 75% du budget de l'ADEME. C'est le fonds chaleur qui représente à peu près 40% de notre fonds et le fonds déchets qui est à peu près équivalent. Chaque année, ces dernières années en tout cas, le fonds chaleur est en constante augmentation. Là, on est à maintenant plus de 400 millions d'euros avec des effectifs de l'agence qui ont plus tendance à baisser qu'à augmenter. Donc aujourd'hui, en fait, de par les engagements internationaux et nationaux, et ainsi que des engagements qui sont déclinés au niveau local, il est indispensable finalement de massifier le développement des énergies renouvelables thermiques et des réseaux associés. Pour ça, évidemment, l'ADEME, avec ses ressources, elle ne peut pas à elle seule tout simplement massifier ces ENR. D'où l'idée de créer ce contrat, donc ce contrat d'objectif qui a été créé en 2016, qui a été en expérimentation finalement jusqu'à l'année dernière. Et là, l'objectif, effectivement, c'est que 80% du territoire national soit d'ici 6 ans couvert par des contrats d'objectifs de ce type. Donc là, nous, notre but, c'est de s'appuyer sur des structures qui ont toute compétence et toute légitimité. Donc, c'est évidemment le cas du syndicat d'énergie et du parc naturel régional du Luberon, pour tout simplement aller chercher les porteurs, quelle que soit leur taille, et c'est effectivement très important de le signaler. Et tout le monde, en fait, tous les porteurs sont intégrés dans ce contrat, sauf
les particuliers. Donc, c'est quand même un prisme qui est très, très, très large et avec une opportunité d'accompagnement technique et tout simplement un financement qui est sécurisé, puisque sur des petites opérations, et je pense que ce sera développé ensuite, il y a un cofinancement de l'ADEME et de la région, ce qui n'était pas le cas auparavant, qui peut permettre aux projets que vous portez d'avoir tout simplement une aide publique supplémentaire et donc un temps de retour sur investissement pour vous qui est forcément raccourci par rapport à ce qui vous aurait été proposé il y a encore peu de temps. Donc voilà, notre ambition, en tout cas au niveau de l'agence, c'est de développer ces contrats, effectivement, avec dans le Vaucluse, avec le syndicat d'énergie et le parc. Voilà, on pense que c'est, on sait que c'est entre de bonnes mains. Et évidemment, je remercie tout le monde, le syndicat, le parc, pour leur invitation à cette réunion de lancement. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci Olivier, merci Alexandre. Je propose du coup de commencer, si c'est OK pour tout le monde. Peut-être Mathieu, tu veux dire quelques mots là, présentation Je vais juste me présenter parce que vous avez bien lancé le sujet. Mathieu Camps, moi je suis en charge du pôle transition énergétique et écologie urbaine au Parc du Luberon. Voilà, comme l'a dit Alexandre, on est tourné et on a une ambition forte sur le développement des énergies renouvelables au niveau du Parc du Luberon. Donc, Isabelle va avancer sa présentation. Vous allez trouver des cartes, des contacts. Donc, tous les aspects pratiques vont maintenant être abordés. Nous suivons en particulier cette étude de préfiguration sur les zones de Cavaillon, donc l'agglomération Luberon-Monde-Vaucluse, la communauté de communes du Pays d'Apt Luberon et côté Lube sur le sud du Luberon, ainsi que la ville de Pertuis. Voilà, c'est le zonage qui va en tout cas nous intéresse directement pour le parc et pour lequel nous sommes prêts à accompagner tous les projets, bien entendu, qui seront soulevés aujourd'hui ou dans les jours et semaines à venir. Voilà, merci à tous. Merci. Alors, donc, on vous propose la chose suivante. L'idée, c'est de recontextualiser le contrat territorial, même si on en a déjà maintenant une bonne idée, de voir quelle est l'organisation en Vaucluse, quelles sont bien sûr les énergies qui sont concernées par ce contrat, quels objectifs concrètement et quel calendrier surtout, savoir un petit peu où est-ce qu'on en est, quelles sont les aides financières qui peuvent être attribuées aux porteurs de projets et s'il est possible ou non d'en être bénéficiaire. Donc, ce contrat territorial vise à développer les énergies renouvelables, thermiques et de récupération, tout simplement puisque du coup, ce sont des énergies compétitives qui font appel à des ressources locales, qui ont des retombées économiques importantes sur le territoire et à la fois qui permettent de l'indépendance énergétique du territoire, mais aussi de limiter l'impact environnemental des systèmes utilisés, puisque, pour rappel, dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie, la France s'est fixé l'objectif de 33% d'énergie renouvelable thermique et de récupération à l'horizon 2030. Donc, quelles sont ces énergies concernées? C'est donc le bois énergie, l'utilisation de granulés ou de plaquettes pour assurer les systèmes de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire. La géothermie, donc utiliser l'énergie contenue dans le sol, le solaire thermique, la chaleur fatale, qui est donc la récupération de la chaleur qui jusqu'à présent est bien souvent perdue, et puis la mise en œuvre de réseaux de chaleur pour pouvoir utiliser ces énergies renouvelables précédemment citées. Ce qu'il y a aussi, donc, en plus de la programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est un objectif fort de la région Sud-PACA, avec l'objectif d'être d'ici 2050 une région neutre en carbone, avec donc la production d'énergie renouvelable qui compenserait les consommations du territoire, donc toute énergie confondue, énergie thermique, mais aussi énergie type photovoltaïque ou hydraulique ou éolien. Donc voilà, des objectifs forts sur le territoire et donc ce contrat territorial qui vise vraiment à lancer une dynamique et à engager des énergies renouvelables sur notre territoire vauclusien.
Donc en Vaucluse, donc Alexandre Thomas s'est présenté. Donc le syndicat d'énergie vauclusien est porteur du contrat territorial dont on parle aujourd'hui. Mais concrètement, pour la mise en place, donc en amont, il y a cette étude de préfiguration avec donc 2 coordinateurs sur le territoire. Le syndicat d'énergie vauclusien qui est aidé localement par donc l'Agence locale de la transition énergétique, la LTE, et le CEDER, Centre pour l'environnement et le développement des énergies renouvelables. Et du côté Parc naturel régional du Luberon, donc également coordinateur local de ce contrat, les bureaux d'études ACAJoul et H3C Énergie. Alors pour savoir quel est votre interlocuteur sur le territoire, je vous propose la carte suivante. Donc pour la coordination assurée par le CEV, donc plutôt sur le territoire Nord-Vaucluse, on a donc le CEDER pour tout ce qui est Pays d'Orange et le Nord Ventoux ainsi que l'enclave des Papes. Donc le CEDER en la personne de François Girard qui est votre interlocuteur pour toutes les questions sur ce projet-là. Sur la partie plutôt Comtat, Mont-de-Vaucluse et la plaine d'Avignon, c'est moi-même, donc de l'Agence locale de la transition énergétique, auprès de qui vous pouvez vous renseigner. Et pour la partie donc Sud-Vaucluse, animée, donc coordonnée par le Parc naturel régional du Luberon, votre contact est Madame Christelle Lecam, donc du bureau d'études à Cajoul. Alors sur le flyer que vous avez reçu, normalement donc dans le mail d'invitation, vous avez la possibilité de cliquer sur ce petit icône-là voilà, qui permet de référencer d'ores et déjà votre projet, si vous en avez un, et d'apporter déjà quelques informations qui peuvent être utiles donc à la coordination assurée par le parc. Donc, les énergies qui sont concernées, donc on a vu qu'il y en avait 4. Donc, le bois énergie, donc pour tout ce qui est besoin de chauffage et la production d'eau chaude sanitaire, le solaire thermique pour la production de chaude sanitaire, la géothermie, donc pour tout ce qui est chauffage et refroidissement, la chaleur fatale pour la production de chaleur, et donc également des réseaux de chaleur associés à ces énergies renouvelables pour assurer la distribution de chaleur. Donc, on va voir un petit peu ces énergies un tout petit peu plus en détail. Donc le bois énergie, l'idée c'est d'utiliser des ressources qui valorisent les circuits courts et les emplois locaux qui ont un coût qui est relativement bas et surtout stable et pour lequel dorénavant les équipements bénéficient vraiment de haute performance. Donc l'idée c'est d'aller rechercher la ressource notamment au niveau d'exploitation forestière. Après 2 types de ressources, que ce soit plaquettes ou granulés, qui vont être utilisés dans des systèmes donc, type chaufferie bois, qui peuvent donc soit produire du chauffage, soit produire de l'eau chaude sanitaire. Dorénavant, on a un certain nombre d'exemples et les communes forestières en témoigneraient où des chaufferies alimentent divers bâtiments et remplacent totalement les systèmes auparavant utilisés au fioul ou au gaz propane, par exemple. Pour la production d'eau chaude sanitaire via le solaire thermique, donc l'idée c'est évidemment d'utiliser l'énergie gratuite et abondante du soleil qui, comme on le voit sur la petite carte en bas, et on le sait, très présente sur notre territoire. On fait partie de la partie qui bénéficie d'une irradiation moyenne la plus importante en France métropolitaine. Donc l'idée c'est d'utiliser des panneaux solaires qui contiennent donc un fluide caloporteur qui est réchauffé par les rayonnements solaires et qui permettent de chauffer donc de l'eau pour alimenter des campings, des piscines, des établissements sportifs ou de santé. Là aussi, on a de plus en plus d'exemples qui montrent, notamment dans des piscines, que l'énergie solaire thermique peut être vraiment rentable pour chauffer l'eau des piscines. On a pas mal d'exemples qui pourraient être utilisés sur diverses régions qui sont vraiment intéressants. Pour la géothermie, l'idée c'est là de produire du chauffage ou du refroidissement. L'avantage de cette énergie-là, c'est qu'elle est totalement indépendante des conditions atmosphériques extérieures. Donc, on peut utiliser l'énergie du sol de 2 manières différentes. Soit avec de la géothermie à basse énergie où on va aller chercher vraiment la température du sol qui est relativement élevée, autour de 80 degrés. Elle peut être utilisée directement pour alimenter des réseaux de chaleur, ou bien des températures un petit peu plus faibles dans le cadre de géothermie très basse énergie
pour chauffer des piscines, des serres ou couplé avec une pompe à chaleur pour chauffer d'autres types de bâtiments. Sur tout ce qui concerne donc la chaleur fatale, donc l'idée c'est vraiment de récupérer l'énergie qui est, on peut dire, perdue, mais qui peut encore être utilisée dans le process. Donc c'est plutôt sur des sites industriels, des raffineries, des hôpitaux, ça peut être dans l'utilisation de fours, etc. L'idée c'est vraiment de valoriser cette énergie-là, puisque l'ADEME, selon des études de l'ADEME, 17% de la de la consommation de combustible en industrie sont perdus en chaleur fatale à une température de 100 degrés. Donc l'idée c'est d'assurer un diagnostic des process mis en place et de voir quelles seraient les différentes optimisations qui pourraient être mises en œuvre pour pouvoir utiliser cette énergie, donc soit dans le cadre d'une valorisation interne, directement dans le process, soit une valorisation externe, donc cette chaleur peut alimenter les bâtiments voisins de l'industrie. Elle peut aussi être utilisée en transformation, donc en électricité, pour les besoins de l'industrie, ou pour les besoins, encore une fois, des bâtiments extérieurs. Donc, il y a vraiment un intérêt très particulier sur la récupération de la chaleur fatale. Et on termine du coup avec les réseaux de chaleur, donc associés à ces énergies renouvelables que l'on vient de citer. Donc, l'idée, c'est tout simple d'avoir un seul système, de centraliser le système de production de chaleur et de pouvoir diffuser donc, à travers des canalisations la chaleur dans divers types de bâtiments, que ce soit des habitations, des bureaux, des hôpitaux. Voilà. Donc là aussi, plusieurs exemples et un fort développement des réseaux de chaleur au niveau des demandes liées à l'attribution des aides du fonds chaleur, notamment. Enfin, l'ADEME pourra en parler bien mieux que moi. Donc concrètement, quels sont les objectifs et quel est le calendrier? Donc entre janvier et juin 2021, on est à la phase d'étude de préfiguration, qui est préalable à la signature de ce contrat en Vaucluse. L'idée, c'est vraiment de créer une dynamique territoriale autour des énergies renouvelables pour pouvoir savoir notamment si le territoire dispose de suffisamment de projets pour que collectivement, on puisse atteindre les seuils du fonds chaleur par filière. Donc, on a réalisé d'ores et déjà une analyse rapide des enjeux des énergies renouvelables sur le territoire. Et donc, ce que l'on est en train de faire là, c'est notamment donc, de travailler à la mobilisation des acteurs en faveur de ces projets-là. Et puis, le recensement de projets potentiels qui pourraient bénéficier de notes d'opportunité selon les modalités financières que l'on va voir juste après. Dans cette phase-là, donc, SEV et PNR du Luberon sont coordinateurs de l'étude, assistés donc par les animateurs ALTE, CEDER, Acajoule et H3C Énergie, donc chacun sur son territoire. À partir de l'automne 2021, donc lorsque le contrat territorial sera signé, l'objectif du porteur du projet de contrat territorial, donc le SEV, est vraiment de pouvoir accompagner les projets sur le territoire, tant d'un point de vue technique, administratif que financier, et d'assurer la gestion administrative de ces porteurs de projets en assurant un système de guichet unique. Sur cette phase-là, le PNR du Luberon reste en appui, et donc phase qui devrait durer donc 3 ans, renouvelable une fois, c'est-à-dire donc 6 ans. On parlait donc tout à l'heure des aides financières. Donc, entre janvier et juin 2021, si vous êtes porteur d'un projet de développement d'énergie renouvelable et que vous voulez bénéficier d'un outil d'aide à la décision, vous voulez savoir si votre projet est pertinent ou pas, il est possible de bénéficier d'une note d'opportunité gratuite, donc jusqu'en juin 2021. Par la suite, lorsque le contrat sera signé, 2 types d'aides pourront être à votre disposition. Des aides à la réalisation des études de faisabilité et toute étude connexe autour de ces études de faisabilité-là, selon une aide qui varie entre 50 et 70% du montant de l'étude hors taxe. Là, c'est un soutien financier de la région qui est mobilisé pour donc la mise en œuvre réelle de sources d'énergie renouvelable, donc pour la réalisation des travaux. Là, l'aide va dépendre du type d'énergie utilisée et de la puissance de l'installation. Et donc, l'aide attribuée est entre 30 et 50% du montant des travaux hors taxe.
donc avec le soutien financier de l'ADEME et de la région. Pour vous donner quelques idées de ces aides financières possibles, donc par exemple, si vous souhaitez développer donc le solaire thermique, utiliser le solaire thermique pour un gymnase de 2000 m², par exemple, sur lequel on installerait 68 m² de panneaux, l'aide du fonds chaleur serait de 29 200 €. Ça représente entre 40 et 55% du montant de l'investissement des travaux. Et c'est calculé de la manière suivante. Jusqu'au seuil de 40 MWh, vous avez un montant au mégawattheure, donc 35 €, pardon. Et donc pour les 2 MWh restants, le montant est de 30 € par mégawattheure. Le tout multiplié par 20, donc 20 ans, 20 ans dans les modalités de calcul. Et donc voilà, on est autour de 30 000 €. C'est à peu près la même chose pour le bois énergie, où le calcul de l'aide est le même. Donc, pour une chaufferie, par exemple, de 1200 MWh, vraiment 1200 MWh d'énergie renouvelable, on ne prendrait pas un éventuel appoint avec une autre énergie. Donc, une chaufferie qui alimenterait une clinique, l'aide potentielle pourrait être de 240 000 €. Une chaufferie de 2000 MWh qui alimenterait un réseau de chaleur urbain, l'aide potentielle pourrait aller jusqu'à 352 000 €. Là encore, des modalités de calcul en fonction de fourchettes de puissance. Enfin, pour de la géothermie, par exemple, pour une PAC sur nappe qui produirait 400 MWh de chaleur par an, avec du coup une production équivalente à 300 MWh d'énergie renouvelable par an, une aide de l'ADEME de 120 000 €. Sur une PAC sur sonde qui ferait 1500 mètres linéaires et qui produirait globalement 110 MWh d'énergie renouvelable par an, l'aide potentielle de 88 000 €. Encore une fois, un montant qui dépend donc de l'énergie et de la puissance de l'installation. Donc, vous vous demandez sûrement si vous êtes bénéficiaire ou pas. Je pense que la réponse est oui, puisque du coup, les maîtres d'ouvrage publics ou parapublics, l'ensemble du patrimoine va être éligible. Donc, tout ce qui va être collectivité, bailleurs sociaux, les services de l'État, régions, départements, les organismes en lien avec la santé, donc hôpitaux, cliniques, maisons de retraite. Et si vous êtes un maître d'ouvrage privé, vous pouvez être éligible tant que vous n'êtes pas particulier. Donc, entreprise industrielle, propriétaire de camping, bureaux, hôtels, tout ce qui va être en lien avec les entreprises agricoles ou encore les copropriétés. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation. Je vous propose donc du coup à présent peut-être de prendre la parole si vous avez déjà des projets ou des idées de projets, si vous avez des questions par rapport à cette présentation, avoir un petit peu plus de spécificité par rapport à votre éventuel projet. N'hésitez pas à vous mobiliser, on vous laisse la parole. Olivier Blancheton de l'ADEME, j'aurais juste un complément. Effectivement, on finance bien donc les installations telles que ça a été présenté par la halte, mais il ne faut pas oublier qu'en plus, il y a du financement qui va avec le déploiement des réseaux de chaleur. Donc, et lui qui se fait en fonction du mètre linéaire de réseau qui est installé. Donc, voilà, c'était un petit complément. Merci. Bonjour à tous, Franck Fontaine, association La Bourguette. Nous sommes une association qui accueille des personnes autistes, des enfants polyhandicapés. On est présent donc en Vaucluse, dans le Var et dans les Bouches-du-Rhône. On a le statut d'association de loi 1901. En 2 mots, on accueille à peu près 200 personnes autistes et nous sommes 250 salariés. On a des bâtiments de différentes tailles. Ça va du studio, l'appartement, maison de village, villa. Et on a aussi des grands sites avec plusieurs hectares de forêt et de vignes. Vous n'avez pas parlé de tout ce qui concerne l'isolation. Est-ce que ça pourrait être éligible, notamment tout ce qui est isolation extérieure ou autre? Alors, ça peut être éligible dans certains cas, mais pas dans le cadre de ce contrat territorial, puisque là, l'idée, c'est vraiment de développer les énergies renouvelables thermiques et de récupération, donc pour assurer les systèmes de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire ou éventuellement de refroidissement. Donc, tout ce qui va être attrait aux aides sur les systèmes d'isolation, isolation des murs, des toitures ou des changements des vitrages, par exemple, vont considérer d'autres types d'aides financières.
À ce titre, si vous voulez, bon, puisqu'on avait discuté tout à l'heure, je peux garder vos coordonnées et on peut échanger un peu plus tard, si vous voulez, pour qu'on essaie de voir quelles seraient éventuellement les aides dont vous pourriez bénéficier. D'accord. Nous, bon, on a essayé d'avancer sur ce sujet, hein, comme tous. On a pris un bureau d'études qui nous a fait des relevés thermiques avec une caméra thermique. On a balayé un petit peu tous nos sites. Bon, on a eu de grosses surprises, hein, même sur des bâtiments très récents, en fait, où la mise en œuvre est très médiocre, hein, des produits de mauvaise qualité, des produits mal posés. Enfin bon, malheureusement, des fois, on tombe de la chaise. Mais bon, c'est un outil qui permet vraiment de prendre la température des bâtiments et qui est très intéressant et qui est très modeste dans son coût. On a mis aussi quelques bâtiments en dépression pour voir les entrées d'air. Pareil, sur des bâtiments neufs, on a eu une très grosse surprise. Donc bon, nous, on apprécie cette collaboration parce qu'on a un peu du mal de savoir par où prendre le problème, sachant qu'il y a tellement d'aides et puis bon, pas forcément que des gens qui sont très professionnels. Donc bon, on aimerait collaborer avec vous, quoi. D'accord. Alors, juste pour terminer là-dessus, donc l'Agence locale de la transition énergétique vise à justement apporter des informations à des porteurs de projets tels que vous. Donc, voilà, on a pour mission d'accompagner différents types d'acteurs, les particuliers, les entreprises, voilà, pour que vous puissiez avoir en main vraiment l'ensemble des informations nécessaires pour que votre projet puisse se mettre en œuvre. Donc, voilà, j'ai bien vos coordonnées et on discutera un peu plus tard si vous le souhaitez. D'accord, très bien. La difficulté, c'est de savoir par où commencer parce qu'il y a tellement d'interlocuteurs, tellement d'aides, tellement de sites internet, tellement de choses. À chaque fois, on ne sait pas si on va tomber dans la bonne case ou pas. Et bon, quand on n'est pas professionnel du domaine, c'est un peu compliqué, quoi. Voilà. Oui, on entend bien. Isabelle, pardon, Oui. C'est Mathieu au parc. Juste pour compléter ce qu'il a dit, en fait, la question, comme tu l'as dit, Isabelle, concerne bien ici le passage des énergies fossiles aux énergies renouvelables thermiques. Donc, je ne sais pas si potentiellement vous êtes dans ce cas sur l'association La Bourguette. En tout cas, je voulais juste préciser que les notes d'opportunité qui sont proposées visent en effet à des maîtres d'ouvrage qui sont motivés, intéressés, qui se posent des questions sur ce passage énergie fossile, énergie renouvelable thermique, et que dans tous les cas, la note d'opportunité permet de regarder aujourd'hui l'efficacité des bâtiments concernés. Donc, dans la note d'opportunité, vous allez avoir aussi un regard posé sur votre consommation d'énergie et sur des mesures à prendre pour améliorer cette efficacité énergétique, parce qu'il n'est évidemment pas question de passer aux énergies renouvelables thermiques sans se préoccuper de l'enveloppe, par exemple, du bâtiment. Donc, les deux vont de pair. Mais en effet, pour bénéficier d'une note d'opportunité, il faut a priori se poser la question quand même d'un système d'énergie de chauffage. Voilà. Mais si vous êtes dans ce cas-là, ce n'est pas exclu qu'on puisse regarder une note d'opportunité pour vous un peu plus dans le détail. Bah, nous, on est à l'écoute de toute opportunité. Voilà. Vous êtes à la Tour d'Aigle, je crois, j'ai regardé rapidement. Le siège est basé à la Tour d'Aigle, oui. D'accord. Après, les équipements, il faut voir dans quelle commune ils se disposent. Donc, ça vous renvoie à la carte qui a été présentée par Isabelle pour trouver le contact de départ. Voilà, merci. Merci. Oui, bonjour, Catherine Bézard, je représente l'association Luberon et Sorgue Entreprendre qui œuvre sur le périmètre de la communauté de communes Pays des Sorgues Monde-Vaucluse et sur la communauté d'agglo Luberon Monde-Vaucluse. Donc, nous sommes porteurs d'une démarche écologie industrielle et territoriale. La première démarche touche à sa fin en juin 2021 sur le périmètre Pays des Sorgues Monde-Vaucluse. Et à partir de juillet 2021, il y aura une deuxième démarche qui englobera la communauté d'agglo Luberon Monde-Vaucluse. Donc actuellement, nous menons une préétude avec 4 industriels sur leur efficacité énergétique, avec surtout un focus sur la récupération de la chaleur fatale et la possibilité peut-être même de pouvoir faire un réseau chaleur. Donc cette préétude sera terminée fin mai, début juin.
Et dans ce cadre-là, après, il y aura la mobilisation pour faire, suite à cette préétude, une étude de faisabilité selon les aides ADEME et pourquoi pas aussi le fonds chaleur au niveau des investissements. Donc ça, c'est notre premier stade. On a conçu cette préétude pour avoir aussi un retour d'expérience pour pouvoir essaimer auprès d'autres industriels. Donc moi, ma question, c'est la note d'opportunité, c'est éligible jusqu'en juin 2021. Et c'est vrai que nous, on serait peut-être intéressés pour d'autres industries au niveau de cette note d'opportunité, mais le délai nous semble très court. Parce qu'on aimerait avoir le résultat de cette première préétude avant de pouvoir essaimer et de faire des notes d'opportunité pour d'autres entreprises. Donc, ma question est, est-ce que le calendrier est figé et comment on peut voir pour s'inscrire aussi dans votre démarche ou s'apporter mutuellement? Oui, alors je vais peut-être prendre la parole, Alexandre Thomas du syndicat. Donc, effectivement, on a parlé de la première phase qui est en cours, où on est effectivement dans une étude de préfiguration, hein, et effectivement, on a un dispositif d'accompagnement et de réalisation de notes d'opportunité envers les différents porteurs qui se manifestent. Il faut effectivement comprendre que si en cas de signature du contrat qui nous lierait avec l'ADEME, un contrat d'objectif, on mettra du coup en place effectivement des moyens d'accompagnement qui feront perdurer le dispositif de notes d'opportunité et d'études qui sera mis à disposition des nouveaux porteurs de projets qui arriveraient depuis là. Donc, en clair, effectivement, si le projet devait se multiplier ou évoluer, on continuera de vous accompagner et éventuellement réaliser des notes d'opportunité et d'avancer avec vous et aux côtés de éventuellement nouvelles cibles. D'accord. Et dans les mêmes conditions, oui. Oui, donc là actuellement, la préétude que nous sommes en train de réaliser, on n'est pas passé par vous parce qu'on ne connaissait pas ce contrat territorial de développement des énergies renouvelables, puisque c'est quelque chose qui a été acté fin 2020 et qui, je dirais malheureusement, a pris du retard par rapport, je dirais, aux conditions sanitaires dans lesquelles on vit. Mais ça voudrait dire que si, je veux dire, pour d'autres industries, on peut être intéressé pour avoir des notes d'opportunité, il faudrait que l'on signe une sorte d'accord cadre avec vous avant fin juin. J'ai pas trop. Alors, d'accord cadre, on n'est pas à ce niveau-là forcément de formalisation, mais peut-être qu'il serait bon effectivement qu'on se rencontre et qu'on fasse un petit peu le point sur les différentes orientations que vous envisagez et puis quelle cible peut-être, quel niveau d'identification vous avez déjà des futurs potentiels pour qu'on les intègre dès lors. Alors effectivement, nous on va décider donc à juin, à l'été 2021 d'aller sur ce contrat avec l'ADEME. Mais pour autant, on va pas s'imposer d'avoir une vision, je dirais, en termes d'objectifs. On va pas s'imposer d'avoir 100% de l'objectif. Ce sera le travail qui sera réalisé pendant 3 ans d'animation, de continuer le travail auprès des différents porteurs de projets pour continuer la mobilisation, trouver des nouveaux projets et voir comment avancer. Effectivement vous permettant de bénéficier au mieux de toutes les aides, ADEME spécifiquement, mais effectivement on en a parlé aussi d'articuler avec les éventuelles autres aides que la région met en place. Donc ça en soi on est tout à fait, on sera à vos côtés pour avancer. Sous quelle forme je pense que ce sera à voir effectivement en fonction de la maturité du projet. Il n'y a pas spécifiquement de forme à voir aujourd'hui. Effectivement, là, dans un premier temps, on vous identifie et puis on sera preneur d'ailleurs des résultats de votre étude, qui seront pour nous des données très intéressantes, très importantes.
Et puis, on verra après comment essaimer au mieux avec les différents acteurs que vous ciblerez par la suite. D'accord, donc ce qui serait peut-être pertinent, c'est que comme l'étude va se terminer début juin, c'est que à la fin de cette préétude, on se rencontre. Oui, bien sûr, ouais, Ou est-ce que vous préférez un rendez-vous en amont? Bon, si effectivement, si on est sur un début juin, serait bien. On peut attendre le résultat de l'étude. Après, rien n'empêche qu'effectivement, on puisse déjà échanger au téléphone. Bon, on l'a déjà fait assez rapidement, mais effectivement, pour détailler un peu plus votre stratégie à long terme, les différentes cibles que vous avez, et puis les différentes actions que vous envisagez, y compris avec donc j'ai compris que vous travaillez avec Luberon Monde Vaucluse, donc pour voir un peu dans quel cadre Voilà, c'est notre périmètre d'action, si vous voulez, c'est notre nouveau périmètre d'action. Puisque notre association vient de fusionner avec l'association des entreprises de Luberon Monde Vaucluse, donc du coup maintenant on a un périmètre élargi. D'accord. Merci de vos réponses. Merci. Mathieu, tu voulais rajouter? Oui, non, je voulais simplement, je ne sais pas si tu les vois, il y a des questions dans le chat, donc je peux relier. C'est Sylvie Marchal qui nous demande, j'ai bien noté que les particuliers n'étaient pas concernés. Toutefois, un collectif de particuliers réunis dans un même hameau pourrait-il se constituer porteur de projet? Alors là, en effet, les particuliers en tant que tels, maîtres d'ouvrage, on va dire, ne sont pas éligibles sur ce dispositif. En revanche, un collectif, ça peut, mais il faut avoir une forme juridique, je pense, derrière. Donc, il faut être sous forme de syndicat de copropriétaires. On l'a dit tout à l'heure, les copropriétés, notamment, sont éligibles ou sous forme associative. Mais il faudra, je pense, enfin, je parle sous le contrôle de l'ADEME, là, hein, Olivier Blancheton est là, mais il faudra que derrière, le maître d'ouvrage d'éventuels travaux pour une chaufferie collective, pour un réseau de chaleur ou autre, soit bien une forme juridique éligible, c'est-à-dire voilà, un syndicat de copropriétaires, une association ou autre. Donc, ce n'est pas exclu et ça peut être tout à fait discuté. Donc, selon votre localisation, mais je crois que vous êtes… Alors, vous pouvez tout à fait prendre la parole, mais si vous êtes passé par le chat, c'est peut-être que vous n'avez pas de micro. Je crois avoir vu dans la feuille de présence que vous êtes à Saint-Saturnin-les-Aptes, auquel cas on peut rester en lien, examiner un peu plus près ce projet-là. Vous posez aussi la question de l'énergie éolienne qui, en effet, n'est pas envisagée. Ce n'est pas une énergie renouvelable thermique, mais bien électrique. Donc, on sort du champ énergie renouvelable électrique de type éolien ou photovoltaïque. Voilà, je ne sais pas s'il est nécessaire de rajouter quelque chose sur ce point-là, sur la forme juridique du maître d'ouvrage. Olivier, si je n'ai pas dit de bêtises. Oui, effectivement, mais je confirme qu'il faudra bien un statut soit associatif, soit de copropriété. Nous, effectivement, le but du jeu, c'est d'éviter qu'on se retrouve avec des installations aidées par le Fonds Chaleur et MaPrimeRénov'. C'est soit l'un, soit l'autre, d'où l'exclusion des particuliers. Donc oui, un particulier ne pourra de toute façon pas bénéficier des aides et il faudra trouver une forme pour vous qui soit la plus appropriée pour porter ce projet au sein de votre hameau. Merci. Alexandre, il y avait une question donc pour redire un petit peu en quoi consiste la note d'opportunité. Est-ce que tu peux détailler un petit peu plus? Oui, bien sûr. Alors effectivement, la note d'opportunité consiste à faire aboutir à une conclusion sur l'intérêt comparé des différentes solutions envisageables par rapport au projet en question. Donc, il donne lieu à une visite de terrain. Donc, comme le disait Mathieu tout à l'heure, effectivement, cette visite de terrain, elle a plusieurs intérêts. De vous rencontrer, effectivement, de mieux expliciter votre projet, mais aussi de concrètement voir ce qu'il est possible de faire en termes d'intégration. Donc, une chaufferie bois, ça prend la place au sol, ça nécessite des contraintes en termes d'accès pour des camions d'approvisionnement. La géothermie, on a là des fourrages à faire et donc une certaine emprise qui doit rester en surface ouverte.
Donc, toutes les énergies renouvelables ne sont pas évidemment déployables sur tous les sites. Donc, c'est l'intérêt de cette visite. Et puis, pour ce qui est de la rénovation, et on parlait tout à l'heure de l'isolation des bâtiments, c'est l'occasion de faire une première expertise donc du niveau d'isolation du bâtiment, qui permettra donc déjà d'alerter sur effectivement des travaux d'isolation d'isolation qui seraient sur l'enveloppe thermique qui serait à réaliser, de manière même anticipée par rapport à la mise en place d'une éventuelle nouvelle installation de production de chaleur renouvelable. Et puis, effectivement, de faire un prédimensionnement du futur besoin en fonction de cette isolation qui sera à faire, partant du principe qu'effectivement, la première étape consiste déjà à réduire au mieux le besoin, donc à améliorer les caractéristiques de l'enveloppe thermique en termes de déperdition, pour dimensionner au mieux et au plus juste le besoin de la nouvelle installation de production. Donc cette étude, elle détaille effectivement ces aspects-là. Et ensuite, donc sur les technologies retenues, donc à savoir effectivement bois énergie, solaire thermique, géothermie, ce qui est vraiment des sources de production renouvelables, de voir le coût, imaginer où pourraient être implantés les équipements, est-ce que des modes de distribution de la chaleur supplémentaire seraient envisagés, donc de chiffrer une enveloppe tout ça financière de l'ensemble un peu de l'équipement, et de la mettre au regard des subventions mobilisables, ADEME, Fonds Chaleur et Région, pour vous donner une idée finalement du temps de retour sur investissement au regard du besoin et de la consommation. Donc ça, c'est ce que vous donne la note d'opportunité. Voilà, je pense avoir à peu près fait le tour. Après, on a des cas un peu plus spécifiques dès lors qu'on aborde des sujets suivant les zones. Donc, on va chercher aussi à regarder s'il est possible de déployer des réseaux de chaleur systématiquement. Donc, on va rechercher autour de votre projet si d'autres porteurs de projets seraient susceptibles d'être intéressés par ce type de développement, qui permettrait finalement de créer un site de production et de déployer un réseau de chaleur qui alimenterait plusieurs entités. Alors, c'est pas toujours adapté, mais effectivement, on le regarde systématiquement et on développe un peu cette réflexion avec vous. Alors, ça peut être tout à fait le cas sur une zone d'activité avec plusieurs industriels. Je renvoie un peu à la discussion qu'on a eu avec Catherine Bézard juste avant. Ou pour certains bâtiments de collectivités territoriales, par exemple, qui seraient ramassés autour d'un même quartier et qui pourraient être mis en réseau. Donc, on regarde la note d'opportunité s'attache aussi effectivement à ce travail-là. Puis après, donc pour l'énergie fatale, c'est un petit peu différent. Là, on parle vraiment d'un diagnostic avec l'industriel qui permet d'identifier une réflexion autour d'un déploiement en réseau de chaleur ou une réutilisation en interne, comme le disait Isabelle. Donc ça, c'est notre opportunité. Dans ces cas-là spécifiquement, elle va travailler sur les moyens qui peuvent être mis en place pour utiliser localement ou éventuellement être distribués sur une emprise plus externe à l'entreprise. Et en cela, on essaie de faire le lien avec aussi les services des différentes intercommunalités sur lesquels se trouvent vos projets et qui, pour certains, ont déjà envisagent ou ont des réflexions aujourd'hui autour du développement des réseaux de chaleur. Donc, qui sont, Olivier Blancheton l'a rappelé, qui sont un des axes de développement qui est priorisé ou beaucoup mis en avant pour optimiser globalement le déploiement des énergies renouvelables.
terme. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu tout à fait à la question, sinon je pourrais éventuellement compléter. C'était donc Elena de Bio de PACA qui semble dire que oui et qui te remercie. Oui, moi, j'ai une petite question justement par rapport à cette note d'opportunité. Parce que pour des projets complexes, je suppose que, comme vous l'avez dit au début, la note d'opportunité va être suivie d'une étude de faisabilité via le fonds ADEME, étude de faisabilité. Alors, effectivement, on n'est justement pas au niveau de l'étude de faisabilité. Donc là, on part un petit peu, on part avec les données qui sont disponibles, que peuvent nous donner les porteurs de projets, et on n'ira pas faire de la mesure ou faire de la recherche sur site, voilà. Mais on compactera, enfin, on rassemblera un petit peu toutes les informations disponibles, et au regard de ces informations disponibles, on essaiera de préjuger d'un potentiel ou pas, ou déjà des directions à donner ou pas. À partir de là, donc c'est un travail qui se co-construira avec vous, hein, évidemment. On jugera du dispositif le plus à même à permettre d'avancer dans le projet. Donc ça peut être l'étude de faisabilité, donc de solliciter l'aide, les différentes aides. Vous accompagnez aussi à la rédaction des cahiers des charges, hein, des cahiers des charges de type de consultation qui permettent, ou même voilà, un réseau de bureaux d'études ou de personnes qui peuvent être référentes sur certains sujets, avec qui on pourra vous mettre en relation, et qui permettent d'avancer petit à petit avec vous, et puis en fonction des différents aléas que peut prendre le projet, avec des retraits de certains porteurs ou l'entrée de nouveaux porteurs, voilà, d'avancer avec vous. Voilà. Alors, au niveau de la note d'opportunité, effectivement, c'est une vision un peu plus de premier niveau, quoi. Enfin, un conseil de premier niveau, voilà, en fonction de différentes données, notamment évidemment tout ce qui est consommation, localisation des projets, besoins, programme de travaux prévus, voilà, toutes les données que vous pourrez nous apporter. Excusez-moi, est-ce que je peux faire une petite intervention éventuellement? Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, on vous entend. Bonjour, donc je me présente Nicolas Blanchouin. Donc moi, je fais partie d'un bureau d'études en environnement qui s'appelle Antea Group, qui est plutôt spécialisé dans tout ce qui est sous-sol. Donc là, je voulais juste rebondir sur ce que vous évoquiez. Si je peux peut-être juste apporter un rex sur les projets qu'on peut. Il y a effectivement généralement des BE spécialisés, souvent des BE fluides qui réalisent ces notes d'opportunité qui permettent de choisir telle ou telle solution. Pour ma part, j'interviens beaucoup plutôt sur les enjeux de géothermie que sur les autres énergies qu'on a évoquées. Donc essentiellement sur Naples. On est très présent par exemple dans le secteur niçois où il y a eu un très fort développement ces dernières années. On accompagne Ikea, l'île de Nice, l'aéroport, les Ac-Méridia, pas mal de choses. On a aussi des sujets sur Naples dans le Vaucluse. C'est pas forcément que des gros sujets. On peut avoir des EHPAD, on a une APEI, une petite plateforme héliportée sur l'aéroport. Voilà, il y a pas mal de sujets. Et on peut avoir également des sujets sur sonde. Donc, quand vous évoquiez une note d'opportunité, il faut bien avoir en tête qu'on a de manière assez régulière des BE fluides qui vont regarder ces notes d'opportunité, aider à choisir en termes de financement les différents types de solutions. Et après, si une solution, alors je vais plus parler de ce qui me concerne, par exemple de géothermie sur le sous-sol, donc nappe ou sonde sèche, il y a généralement besoin de s'associer les compétences d'une structure un peu plus spécialisée comme la nôtre. Nous, on n'est pas BE fluide et inversement, ils ne sont pas spécialistes, par exemple sous-sol ou thalassothermie si on est sur eau de mer, des choses comme ça. Donc, dans ce cas-là, il peut y avoir effectivement des phases d'investigation, de recherche, mais avant d'y aller, on se pose des questions. Est-ce que voilà, c'est bien un secteur qui est pertinent? Parce qu'on a des fonds de cartes qui existent sur géothermie et perspective, par exemple, qui ne sont pas toujours à prendre au pied de la lettre. Il peut y avoir des besoins de reconnaissance. Il y a des secteurs qui sont très bien connus. Donc, il y a un échange qui peut être réalisé à ce moment-là. Voilà, je voulais vous indiquer ça, mais c'est vrai que sur des
des projets un peu de mutualisation où on évoquait avec votre association, Madame Bézard, des industriels, voilà, des solutions sur nappe ou sur sonde peuvent être assez intéressantes. Merci. On a une autre question donc là d'une personne qui représente l'EHPAD de Cadonnet et Cucuron concernant une chaufferie bois. Je vais lire du coup la question. Donc, nous avons sur notre EHPAD une chaufferie bois qui est à l'arrêt depuis maintenant plus d'1 an compte tenu de nombreux problèmes liés entre autres à sa conception. Une étude de remise en service est en cours. Cependant, le gros point noir qui a été relevé durant son fonctionnement a été la maintenance qui est bien supérieure à une chaufferie classique. Donc la question est la suivante, les nouvelles générations ont-elles évolué à ce niveau et les études comprennent-elles cet aspect non négligeable? Oui, alors je peux effectivement prendre la parole là. Alors, bon, plusieurs questions, mais effectivement, la note d'opportunité, elle réalise une étude en coût global où effectivement on intègre pour chacune des solutions retenues les aspects sur X années, généralement un temps long de la durée de vie de la chaufferie, donc 20 à 30 ans, des coûts de maintenance. Qui entre évidemment dans l'analyse globale économique de la solution. Nous, on a souhaité s'associer avec la mission régionale Bois Énergie qui mène un travail en région là, depuis plusieurs années et qui suit les caractéristiques des chaufferies Bois Énergie. Je ne saurais pas exactement dire combien sont suivis, mais donc effectivement ont des coûts moyens relevés de coûts d'entretien, des bonnes pratiques. On a aussi une expertise sur ça. Alors, on les mobilise notamment, on peut les mobiliser pour faire des expertises de site, pour voir ce qui éventuellement n'aurait pas été bien conçu et ce qui pourrait générer des surcoûts d'entretien après. Donc, dans le cadre du contrat, on aura effectivement on pourra mobiliser la mission régionale Bois Énergie à cet effet-là. Et effectivement, je vous confirme qu'on prend bien en compte des coûts d'entretien qui sont ceux qui sont, on va dire, moyens et standards pour des chaufferies Bois Énergie. Et donc, on a établi les coûts basés sur des études qui sont menées, des questionnaires qui sont menés, envoyés tous les ans et qui prennent justement, qui permettent de relever les coûts réels constatés d'un certain nombre d'installations. Voilà. Donc aujourd'hui, on en est là. Et pour rebondir sur le problème de cette chaufferie, je pense qu'il serait intéressant qu'effectivement on puisse aller voir sur site. Alors, c'est sur Cucuron, je crois, hein, c'est ça? Le Cadonnet, oui, d'accord. Donc, de voir sur le périmètre, je ne sais pas si Mathieu, tu connais l'installation. Oui, en effet, je connais l'installation. Enfin, il y a quelques années, si je ne dis pas de bêtises, c'est une chaufferie qui date de 2003-2004, donc qui a peut-être passé même les 15 ans de service. Mais en effet, les technologies ont quand même évolué. C'était aussi une partie de la question avec des process de maintenance qui sont bien connus. Et bon, je confirme ce que dit Alexandre, évidemment. La note d'opportunité vise à faire un calcul en coût global et à présenter une vision technico-économique sur le long terme. Hein. C'est bien là-dessus qu'on permet au maître d'ouvrage de décider d'aller plus loin vers une étude plus fine, vers les travaux. Donc voilà, ça fait partie des chaufferies anciennes sur le territoire où les choses ont quand même évolué depuis au niveau technologique. Merci. Alors à ce stade, il n'y a plus de questions inscrites sur l'espace de discussion. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait s'exprimer, nous parler d'un projet, d'une question, peut-être un sujet sur lequel il y aurait besoin de plus de détails? Oui, Franck Fontaine, rebonjour.
Donc moi, je voulais juste dire un petit détail, c'est que nous, bon, on est attaché à tout ce qui concerne l'environnement et le développement durable. Par contre, on n'a pas des fonds sans limite, hein. Donc nous, on est prêt à collaborer, par exemple, mettre des terrains à disposition, parce qu'on a pas mal de parcelles qui ne sont pas forcément exploitées à 100%. Mais après, il faut qu'il y ait quand même une collaboration avec des personnes qui vont bien s'engager sur leur matériel, sur l'exploitation, sur l'entretien, sur les différentes pannes potentielles. Parce que nous, bon, on a déjà eu quelques expériences sur d'autres sujets, hein, et on n'est pas spécialiste technique et on ne peut pas, un coup c'est le maître d'ouvrage, un coup c'est l'installateur, un coup c'est la maintenance, un coup c'est monsieur X, monsieur Y. Donc, si vous voulez, bon, nous, il faut qu'on soit accompagné en global et à la limite qu'on ait un système clé en main, quoi, hein. À la limite, si ça ne marche pas, c'est vraiment pas notre souci, quoi, hein. Bon, voilà. Alors, je ne sais pas si ça existe ou pas, ce petit de service global, on va dire, quoi, hein. Nous, à la limite, on peut faire un bail de terrain, on fait un système de géothermie terminé, quoi, hein, pas plus. Et après, tous les autres problématiques techniques, on ne veut pas s'en soucier, entre guillemets. Parce que là, quand je dis la problématique là, de la chaudière, c'est malheureusement très classique, quoi, hein. Oui, alors juste pour apporter peut-être quelques éléments de réponse, effectivement, dans ce cas, on vous incitera à aller sur différents types de contrats et qui permettent effectivement éventuellement, suivant alors les moyens de chacun, il est évident qu'un industriel aura peut-être plus de moyens de maintenance, évidemment, puis de savoir-faire, qu'un établissement de santé, par exemple, ou qu'une petite collectivité pour une petite chaufferie voilà, de faible dimension. Donc, en fonction du besoin, il y a différents types de contrats qui vont être passés. Hein, on parle de contrats de performance énergétique, par exemple, qui vous permettent, vous, de vous assurer d'un coût de l'énergie, je dirais, quelles que soient finalement les dispositions techniques à prendre. Et que, ce risque-là ou ce savoir-faire-là, une forme de délégation en fait, à un prestataire privé qui, lui, derrière, s'engagera sur un engagement de résultat. Il nous faut un engagement de résultat. Quoi. Voilà, exactement. Donc là, il existe aujourd'hui, effectivement, en termes de type de contrat, des éléments qui existent, qui sont de plus en plus utilisés. Et qui permettent justement de s'affranchir de ces problèmes qui après ont des grosses, peuvent avoir de gros impacts. Un autre point aussi, vu que vous parliez de géothermie, on oriente, alors je ne sais pas si c'est obligatoire ou pas, hein, mais il y a aussi une assurance qui s'appelle Aquapac, qui permet aussi de s'assurer de l'utilisation sur le long terme du productible, hein, de l'eau de la nappe, ou voilà, et donc qui devra être pris, sur lequel on vous incitera à aller, évidemment, pour garantir la pérennité de l'installation aussi dans le temps. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole ou peut-être Monsieur Blancheton, est-ce que vous voudriez compléter ou rajouter quelque chose par rapport à tout ce que l'on a dit? Écoutez, moi j'ai l'impression que l'ensemble des échanges sont assez clairs. Là, ce qui est quand même intéressant dans ce contrat, c'est que vous avez finalement un guichet unique qui va se mettre en place avec tout simplement un seul interlocuteur pour vous accompagner dans vos projets avec des financements assurés. Et sans oublier évidemment l'ADEME qui restera en appui derrière ce contrat. Donc, disons que là maintenant, il n'y a plus qu'à faire émerger les projets, entre guillemets, qui est un travail de longue haleine, on le sait, mais avec votre aide, voilà, c'est des choses qui se font dans le temps. C'est sûr que juste sur une phase d'étude de préfiguration, c'est jamais évident d'arriver à faire émerger énormément de projets, mais ce qu'on constate, et c'est l'expérience à la fois qu'on a
avec notre opérateur dans les Hautes-Alpes, le conseil départemental, mais aussi au niveau national, c'est que finalement, ces contrats, il leur faut un peu de temps pour tout simplement pour avoir une amorce de projet qui soit suffisante. Et puis ensuite, les projets arrivent. Donc, n'hésitez pas à, vous de votre côté, bénéficier de ces opportunités techniques et financières voilà, vous avez l'assurance d'être entre de bonnes mains. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci, Monsieur Blancheton. Alors, je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions. On peut peut-être terminer maintenant. Alors, on a encore un petit quart d'heure de délai. Mais voilà, Alexandre, Mathieu, est-ce que vous voulez clôturer Oui, juste pour dire que remercier tout le monde. On espère avoir un peu répondu aux différentes attentes, aux différentes questions qui nous ont été posées. On va faire suivre tous les différents contacts là, qui ont été pris. Donc, rapidement, vu qu'effectivement, on est sur un délai qu'on s'est donné, donc de récoller un peu l'ensemble des besoins sur le département d'ici à l'été. Donc, on y est bientôt. Donc, on va venir rapidement vers vous. Et puis, pour ceux qui n'ont pas forcément pris la parole ou dont les projets sont peut-être moins mûrs, n'hésitez pas à nous faire suivre vos contacts. On y répondra évidemment avec plaisir. Voilà. Excusez-moi. Oui. Alors, je voudrais juste vous poser une question. Je suis Elena Garcia, je travaille à la Fédération régionale de l'agriculture bio à Avignon. Donc, on travaille beaucoup avec les agriculteurs et on fait des diagnostics énergie. On n'a pas beaucoup parlé du monde agricole. Nous, on est vraiment une plus petite échelle que celle des collectivités. Mais voilà, justement, les projets ne sont pas mûrs, mais on est face en fait à des exploitations qui consomment beaucoup d'électricité dans des bâtiments qui sont parfois vieillissants, donc très mal isolés. Donc, dans certains cas viticoles ou oléicoles, on se pose la question de la pertinence de puits canadiens, ou parfois chez d'autres agriculteurs qui ont des ateliers de transformation où ils ont une forte consommation parfois d'eau chaude. Donc voilà, je voulais savoir si vous aviez déjà suivi des projets avec le monde agricole, et surtout si ces aides que vous mentionnez sont... Est-ce qu'elles peuvent... Parce qu'il existe en fait des aides, par exemple pour le puits canadien, on a des fonds européens pour financer à 40% pour les agriculteurs. Voilà, je voulais savoir si c'était cumulable ou si c'était une aide et pas une autre. Voilà. Merci. Alexandre, je te laisse répondre sur le cumul des différentes aides. Alors je ne vais pas botter en touche, mais effectivement, faut qu'on regarde au niveau des différentes aides, comment elles peuvent se cumuler. Là, spécifiquement sur les aides au milieu agricole, je ne les connais pas forcément très bien. Donc ça, c'est effectivement, on pourra regarder et puis revenir échanger dessus et puis voir exactement ce qui peut être fait. Il me semble qu'il y a toujours une règle de limitation avec des seuils de non-cumul, donc à voir plus précisément. Après, pour ce qui est des exemples par exemple, il me semble qu'il y a des exemples pas très loin de serres chauffées, où on a remplacé effectivement des groupes fuel par soit du bois énergie, soit du solaire thermique. Donc il y a effectivement des possibilités de faire avec le monde agricole. On le voit notamment pour le sujet de l'électricité avec d'importantes productions photovoltaïques sur des toitures, des hangars, par exemple. C'est des projets qui sont maintenant assez répandus. Mais en tout cas, effectivement, je pense qu'il doit y avoir quelques installations un peu référentes dans le domaine. Mais c'est un domaine qui mérite tout à fait d'être travaillé sur le territoire.
Elena, puisque on a vos coordonnées mail, je vous propose qu'on revienne vers vous, voilà, pour essayer de retravailler notamment la question du cumul entre les différentes aides pour pouvoir vous apporter une réponse la plus claire possible. Est-ce que ça vous convient comme ça, ou vous avez d'autres choses peut-être dont vous voudriez nous faire part? Non, ça me va. Voilà, je voulais juste savoir parce que dans le monde agricole, en fait, on parle beaucoup d'énergie renouvelable, mais électrique, donc panneaux solaires et éoliennes domestiques même, et un peu moins d'énergie renouvelable thermique. Donc voilà, je voulais avoir des exemples un peu concrets. Je connais voilà, les serres chauffées qui posent aussi un problème quand on est en agriculture bio, même si la source est d'origine renouvelable. Enfin, voilà, c'est des problématiques internes, mais oui, voilà, je veux bien qu'on reste en contact et avoir la réponse peut-être sur le cumul des aides. Ok, bah, écoutez, voilà, merci à tous pour votre présence et à ce webinaire, et puis pour les questions que vous nous avez posées, pour la qualité de ces échanges-là. Ce webinaire a été enregistré. On vous tient au courant pour savoir de quelle manière éventuellement on peut le mettre en diffusion. Et puis donc vous avez nos adresses mail s'il y avait quoi que ce soit, un projet qui vous viendrait un peu plus tard ou un besoin de précision. Vous pouvez nous recontacter pour que l'on puisse vous apporter donc toutes les réponses à vos questions. Merci à tous et bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir, merci. Merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci à tous. J'arrête l'enregistrement.